Et nous commençons avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. On est ravis de vous retrouver cette semaine et on commence avec les actualités donc, de cette semaine dans le monde de l'art. Encore une étape de franchie concernant les restitutions, Sybille. Alors la semaine dernière, un projet de loi pour les restitutions concernant les œuvres d'art spoliées par les nazis avait été présenté. Cette semaine, c'est Jean-Luc Martinez, qui est le directeur du Louvre, qui présente son rapport sur les restitutions d'œuvres d'art africaines à la demande d'Emmanuel Macron. Cela concerne les œuvres d'art qui sont présentes encore aujourd'hui dans les collections publiques. Alors le point majeur du rapport, c'est de définir les critères de restituabilité, c'est-à-dire présenter quelles sont les œuvres d'art concernées par ces critères. Jean-Luc Martinez établit 9 critères. Alors pour résumer, d'abord, la demande doit émaner d'un État d'origine et celui-ci doit vérifier qu'un autre État ne fait pas la même demande sur les mêmes biens. Ensuite, on doit vérifier si l'acquisition auprès de la France a été illégale ou illégitime. Et enfin, l'État requérant doit aussi s'engager à garder la nature patrimoniale de l'œuvre d'art, donc c'est-à-dire faire en sorte que celle-ci soit encore présentée au public au sein du pays d'origine. Et aussi, les demandes ne peuvent pas s'accompagner de demandes financières. Si les critères sont remplis, Sybille, comment se passerait la restitution ? Alors, selon les propositions de Jean-Luc Martinez, l'œuvre passera ensuite en commission composée d'experts français et aussi d'experts du pays d'origine. L'avis, ils émettront aussi ensuite un avis consultatif. L'avis sera ensuite validé par un décret du Conseil d'État ou un accord intergouvernemental. Autre idée apportée par Jean-Luc Martinez, c'est la notion de patrimoine partagé, c'est-à-dire une solution pour les œuvres d'art qui ne rempliraient pas tous les critères dont on a parlé. La France, en fait, ferait par exemple une sorte de dépôt à long terme auprès des pays concernés, plutôt qu'une restitution au sens juridique du terme. Est-ce qu'on a une estimation aujourd'hui, Sybille, du nombre d'œuvres qui pourraient être concernées au sein des institutions publiques ? Oui, alors Jean-Luc Martinez précise bien, je cite, « Les collections publiques françaises ne seront pas vidées ». Alors par exemple, le musée du Quai Branly examine en ce moment l'origine de 180 œuvres africaines sur les 80 000 œuvres africaines qu'il possède dans ses collections. Pour rappel, ce rapport servira de base de préparation au projet de loi cadre qui sera soumis dans les prochains mois au Parlement. Voilà donc pour le sujet des restitutions. On continue avec les actualités dans le monde de l'art cette semaine et on passe sur l'actualité des foires, Sybille. Oui, alors Art Basel annonce les points forts de la prochaine édition de sa foire qui sera à Bâle, qui aura lieu mi-juin prochain. Dans les nouveautés principales, un secteur dit cabinet sera installé. Ce sont des espaces thématiques qui seront présentés au sein même des stands des galeries d'art. On retrouvera 13 secteurs autour d'expositions d'œuvres d'art de différents artistes comme Anne Sala, qui est représentée par Esther Schipper, et Genesis Bélanger, représentée par Perrotin. Art Basel 2023 présentera aussi 76 installations et performances à grande échelle dans son secteur Unlimited. Et il y aura aussi un parcours dans la ville pour présenter 26 œuvres et performances créées pour l'événement. Pour rappel, l'édition 2023 aura lieu du 15 au 18 juin prochain et réunira 284 galeries. Et on finit nos échanges donc sur ces actualités du monde de l'art cette semaine avec la Tate Britain qui dévoile le nom des 4 artistes nominés au Turner Prize. Oui, la Tate Britain a annoncé les 4 artistes présélectionnés pour leur Turner Prize 2023. Alors on commence par Jessie Darling. Jessie Darling travaille des sculptures et des installations qui évoquent la vulnérabilité des corps humains et la précarité des structures de pouvoir. On a aussi Ghislaine Lung. Ghislaine Lung travaille des œuvres d'art qui prennent forme de partitions. En fait, ce sont des instructions qui permettent de tester les limites de l'espace de la galerie. Rory Pilgrim raconte des histoires, des poèmes, réalise des musiques, des films créés en collaboration avec des communautés locales pour réfléchir sur les temps de changement et la lutte pendant la pandémie. Et enfin, Barbara Walker avec une pratique qui interroge les problèmes passés et présents de l'identité raciale, d'exclusion et de pouvoir. Donc ces 4 artistes seront exposés dans une exposition commune au Towner Eastbourne dans l'East Sussex à partir de septembre prochain.
Le gagnant sera annoncé le 5 décembre 2023. Le lauréat aura une bourse de 25 000 pounds et 10 000 pounds seront attribués aux artistes présélectionnés. Merci Sybille pour ces actualités du monde de l'art. Nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Yasmina Brasseur. Bonjour Yasmina Brasseur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes ingénieur patrimonial chez Braid Banque Privée. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est la fiscalité qui s'applique en matière de cession d'œuvres d'art. Première question, peut-être celle qui va le plus intéresser finalement les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a des cas d'exonération lorsqu'on cède ou on vend une œuvre d'art avec laquelle on a réalisé une plus-value? Alors, il y a quelques cas, mais ils ne sont vraiment pas nombreux. Le premier cas, c'est lorsque la valeur du bien est inférieure à 5 000 euros. D'accord. Deuxième cas, c'est les non-résidents. Les non-résidents ne sont pas tenus des plus-values réalisées sur le territoire français. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont exonérés dans leur état de résidence. Donc, exonérés en France, mais peut-être imposables à l'étranger. Et le troisième cas, c'est lorsque vous cédez à des musées, à des collectivités territoriales et collectivités locales. Là, en effet, vous avez une exonération. Donc, lorsqu'on possède une œuvre d'art, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une fiscalité associée le jour où on veut céder l'œuvre d'art. Et oui, rien n'est gratuit. Et pour ça, il y a deux choix. Oui. Vous allez nous les expliquer. Exactement. Donc, il y a deux options. Soit vous avez l'imposition à la taxe forfaitaire de 6,5%, de 6% auquel vous ajoutez la CRDS de 0,5%. Donc, le tout fait 6,5%. Et les 6,5% vont s'appliquer sur le prix de cession. Donc, ça, c'est la première option. Donc on va vendre une œuvre d'art et là, on applique 6,5%. Exactement. On prend 100 000 euros, c'est la valeur du prix de cession, on applique 6,5%, ça vous fait 6 500 de fiscalité, on n'en parle plus. L'autre possibilité, et c'est sur option, c'est de demander l'application du régime des plus-values sur biens meubles. Et là, on est à 19% plus les prélèvements sociaux, donc 17,2%. Vous allez me dire, le choix est vite fait. 6,5 bien sûr, versus 36,2% si on additionne les deux, il n'y a pas photo, je vais prendre de la taxe forfaitaire. Sauf que lorsque vous prenez l'option pour les plus-values sur biens meubles, vous avez une possibilité d'abattement, donc de 5% par année de détention de la deuxième année, et donc une exonération au bout de 22 ans. Là où le cas là, une exonération par la taxe forfaitaire n'existe pas. Donc c'est la durée de détention qui va déterminer si on choisit l'un ou l'autre des modes de calcul ? Et si on a les justificatifs, parce que forcément, si on décide d'aller chercher l'exonération parce qu'on a une détention longue, suite à une succession, héritage, donation, il faut pouvoir justifier la date et la valeur d'entrée dans le patrimoine. Donc ça peut être l'acte d'achat, si vous avez fait tout simplement un achat de gré à gré ou dans une maison de vente, ou l'acte de succession, à la condition, encore une fois, qu'il y ait eu un inventaire de succession. S'il n'y a pas eu d'inventaire, on ne pourra pas prouver la date d'entrée. Donc parfois, on est bloqué et on ne peut pas bénéficier d'exonération faute de justificatif. Donc premier conseil, conservez vos justificatifs. C'est très 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 important. Et alors là, vu que c'est en ce moment même qu'on peut faire nos déclarations d'impôts, pour ceux qui seraient concernés par l'IFI, il y aurait quelque chose de particulier dont vous voudriez nous faire part. Tout à fait. Alors pour rappel, l'IFI, qu'est-ce que c'est ? C'est l'impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l'ISF en 2018. Bien sûr. Au niveau de l'assiette, on a eu un grand changement, c'est qu'aujourd'hui, l'IFI, comme c'est précisé, l'impôt sur la fortune immobilière, va s'appliquer uniquement sur l'immobilier détenu en direct, donc résidence principale, résidence secondaire, tout ce que vous avez en immobilier de rendement, un appartement locatif, que ce soit location nue ou meublée, et ensuite tout ce que vous détenez de manière indirecte via des sociétés, donc des parts de SCI, des parts de SCPI. Tout ça, vous rentrez du coup dans l'assiette pour calculer votre IFI. Bien sûr. D'accord. Et pas l'œuvre d'art. Les œuvres d'art ne sont pas des biens taxables. immobiliers. Ouais. Exactement. Ce ne sont pas des biens immobiliers, donc ils ne sont pas taxables. Mais pourtant, on va voir, lorsqu'on cède une œuvre d'art, des impacts sur l'IFI, en particulier sur le plafonnement de l'IFI. Alors, je m'explique. Donc, on a un IFI. Le jour de la déclaration, vous allez calculer votre IFI. Et puis, vous allez voir si vous allez pouvoir bénéficier du plafonnement de l'IFI. Donc, qu'est-ce que c'est le plafonnement de l'IFI ? Si l'ensemble de vos impositions, donc impôts sur le revenu, prélèvements sociaux, contributions sur le revenu et l'IFI de l'année en cours, si l'ensemble de ces revenus excède, l'ensemble de ces impositions excède 75% des revenus, ce qui va excéder va venir en déduction. Donc, vous allez calculer votre montant d'IFI, vous calculez votre plafonnement. Si vous avez un résultat positif, vous allez venir en déduction de l'IFI. On va peut-être donner un petit exemple pour que les gens comprennent. Mettons qu'on gagne 50 000 euros par an, mais qu'on détient une résidence principale valorisée à 1 million d'euros parce qu'on habite à Paris ou dans une région où l'immobilier a fortement augmenté. La fiscalité va être conséquente alors qu'on n'aura pas forcément les moyens, avec les revenus qu'on aura perçus sur une année, de payer cette fiscalité. Exactement. Donc ça ne doit pas excéder 75% de ce qu'on gagne sur une année. Exactement. Et dans les revenus, on inclut l'ensemble des revenus. Les salaires,
forfaitaires, les BIC, Oui. les BIC, les plus-values, notamment sur les cessions d'œuvres d'art. Et c'est vrai que pour la résidence principale, petit aparté, ça peut être vite, l'IFI peut se retrouver une forme d'injustice parce que la résidence principale ne génère pas de revenus et parfois dans certaines régions, on se retrouve à être redevable d'un impôt et on n'a pas forcément les revenus en face. C'est pour ça que le plafonnement va venir un peu gommer cette injustice et permettre à des contribuables qui ont moins de revenus de pouvoir faire face à leurs impôts. Et c'est là où le plafonnement de l'IFI va être impacté par une cession d'œuvres d'art parce que, comme vous avez compris, on va calculer l'ensemble des impôts. Dans les impôts, Bien sûr. je dis l'impôt sur le revenu, l'IFI, prélèvements sociaux, contributions sur les revenus. Dans l'impôt sur le revenu, on va également retrouver la taxation sur une cession d'œuvres d'art. Oui. Et en face, dans les revenus, on va également intégrer la plus-value que vous avez réalisée sur une œuvre d'art. Et c'est là où ça peut être un peu dangereux, c'est qu'on va se dire, et on va l'illustrer avec un exemple, on va se dire, moi je vais faire jouer l'option pour la plus-value sur bien meuble parce que je vais avoir une exonération. Je n'aurai pas d'impôt à payer au moment de la cession. Sauf que parfois, ce qu'on oublie, et c'est très important, c'est que les revenus en face doivent rentrer pour le calcul du plafonnement. Et malheureusement, ce qu'on a gagné au moment de la cession de l'œuvre d'art, Donc la on plus-value. pourra le perdre au moment du plafonnement et on va se retrouver redevable de l'IFI parce qu'on a gonflé Ses revenus. le revenu. Et pire que ça, donc non seulement on aura gonflé le revenu, mais en plus on aura réduit l'imposition parce qu'on se retrouve avec une exonération. Donc, du coup, j'ai une petite illustration. On va partir d'une œuvre d'art vendue à 100 000 euros. Je l'ai acquis à 30 000 euros. Après, on va faire à deux périodes. Donc une belle plus-value, en tout cas sur le 70 papier. 000 euros. Ouais. Bravo, bien vendu. Casso, c'est génial. Donc j'ai une plus-value de 70 000 euros. L'impôt à prendre en compte pour une taxe forfaitaire, c'est facile, je prends les 100 000 multiplié par 6,5. Oui. Ça me fait du coup 6 500 qui va venir gonfler ma balance imposition. Qu'est-ce que je mets en face pour les revenus? Parce que je dois aussi, pour pouvoir comparer les fameux 75% de revenus, gonfler mes revenus. Là, le BOFIP nous a fourni une formule de calcul, toujours aussi simple à l'image de notre Code général des impôts français. Pour calculer les revenus, qui va gonfler la partie revenus, on ne va pas prendre les 100 000, qui est le prix de cession. On va calculer de manière théorique cette plus-value. On va prendre les fameux 6 500, D'accord. auxquels on va diviser par le taux applicable si vous avez pris l'option pour plus-value sur bien meuble, à savoir les 19%, plus les 0,5. Donc on a 6 500 divisé par 19,5. Ça nous fait un total, je ne l'ai pas calculé de tête bien sûr, de 33 000 et des poussières. Alors même que sur le papier, la plus-value est de 70 000 euros entre le moment où je l'ai acheté et le moment où je la vends. D'accord. Mais ce qui est retenu comme revenu, c'est 33 333 euros. Tout à fait. D'accord. Donc là, on va retenir les 33 000. Donc toujours dans mon calcul plafonnement, je vais gonfler mes impôts de 6 500, je vais gonfler mes revenus de 33 000 et puis je regarde si je suis toujours droit au plafonnement. Mais dans mon cas, je me suis dit, taxe de 6,5, je vais aller plutôt chercher l'abattement pour durée de détention. Premier exemple, je l'ai depuis plus de 5 ans. Donc j'ai un abattement de 15%. Là, vous allez me dire, aucun intérêt, puisque ma taxation, même si j'ai 5% d'abattement, mais j'ai que 15 ans de détention, j'ai 21 000. On va dire, bof. Bien sûr, oui. Mais dans mon autre cas, en fin de compte, au bout de 5 ans, je ne les vends pas. Je dis, allez, je vais garder, je vais tenter l'exonération ou sinon je vais me rapprocher, on va dire 19 ans. Donc j'ai 19 ans de détention. Là, ma plus-value, c'est beaucoup moins, on a 3 008. J'ai pris mes 70 000, je fais mon abattement. Bon, là, on a quasiment 85% parce que j'ai 19 ans. Là, j'ai plus que 3 800. Je dis, c'est génial. J'ai 3 800 versus 6 500. Pas con, moi. Je paye encore moins d'impôts, c'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du plafonnement de l'IFI? Au niveau de la plus-value, même si elle est abattue de 85%, ce que j'intègre, c'est la plus-value brute, à savoir les 70 000, 100 000, D'accord, moins 30 000. Donc du coup, je vais aller intégrer 70 000 versus 33 000. Et parfois, en intégrant un revenu plus important, je vais me retrouver à un échec du plafonnement. Et du coup, j'aurais peut-être gagné au niveau de l'impôt sur la cession. Plus d'impôts. Mais je me retrouvais avec un IFI compte plus important. Exactement. Je me retrouvais avec plus d'impôts au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière. Et le cas le plus critique, entre guillemets, c'est que je vais jouer l'exonération totale. Donc, je ne vais rien gonfler côté imposition. Donc, je vais être flat. Bien sûr. Par contre, je vais être à 70 000 en revenus. Et pour ceux, les contribuables qui ont une grande collection d'œuvres d'art, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus parce qu'ils jouent régulièrement le plafonnement, soit parce qu'ils sont des distributions de dividendes différées, soit parce que tout simplement ils ont peu de revenus. Parfois, une cession d'œuvres d'art, ils peuvent se retrouver face à un paiement de l'impôt, de l'IFI, qu'ils n'avaient pas forcément prévu initialement. Donc en gros, lorsqu'on cède une œuvre d'art, il y a OK, je réfléchis sur l'option. Est-ce que j'ai intérêt à faire la taxe forfaitaire ou jouer l'exonération ou du moins les abattements?
Mais il faut aussi que je me pose une deuxième question. Je suis redevable de l'IFI. Et avec le plafonnement de l'IFI, je ne paye pas d'IFI. Donc je vais aussi réfléchir sur ça. Peut-être qu'il serait peut-être plus judicieux de payer plus au moment d'impôts de la cession au moment de la plutôt cession. que payer plus d'IFI. Parfois, le calcul va vite être révélateur. Je préfère payer plus en cession, mais au moins au niveau d'IFI, je ne vais pas avoir une taxe beaucoup plus élevée. Donc attention à ne chercher que le gain fiscal et regardez aussi effectivement quel est le revenu qui va être intégré lorsque vous vendez une œuvre d'art. Merci beaucoup Yasmina Brasseur. Une toute petite question. Vous nous avez évoqué le fait qu'il faut garder effectivement tout ce qui va pouvoir prouver le fait qu'on détienne une œuvre depuis longtemps. Est-ce qu'une photo qui date d'il y a 70 ans et qui montre qu'on l'avait dans notre salon, ce sera retenu par... Non, ça ne marche pas, ça n'est pas un document officiel. Non, il faut vraiment l'acte d'achat, l'acte notarié, éventuellement les polices d'assurance. Oui. D'accord. Ça peut aider. Mais la photo de mamie qui vous donne le tableau... Qui vous dit, regardez, elle était dans mon salon, ça ne marche pas. Avec les Photoshop aujourd'hui, puis l'intelligence artificielle, vous pouvez parfaitement monter cette photo. Merci beaucoup Yasmina Brasseur d'être venue sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes ingénieur patrimonial chez Bray de Banque Privée. Merci également Sybille Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.